parc culturel est caractérisé par la prédominance, l'importance et l'indissociabilité des biens culturels de leur environnement naturel. C'est un système dynamique d'intégration des caractères naturels dans une signification culturelle totale. Il comprend un héritage culturel et naturel rare et fragile, où le patrimoine archéologique et culturel, le milieu physique, les sites paysagers, les espèces, plantes et animaux sont spécifiques et présentent un intérêt particulier. Le parc culturel de l'Ahaggar a été créé en 1987. Il est situé au cœur du plus grand désert au monde, qui est le Sahara, c'est le Sahara central. Et il compte parmi les parcs les plus vastes au monde avec sa superficie de plus de 500 000 km². Il comprend des richesses naturelles et culturelles d'une importance particulière, faisant de l'Ahaggar l'un des plus grands musées à ciel ouvert au monde. C'est également un important terrain pour la recherche scientifique et un pôle d'activité du tourisme culturel et écologique. Le parc culturel de l'Ahaggar, c'est un grand livre de géologie dont les premières formations remontent à plus de 3 milliards d'années. Il y a 250 millions d'années, de grands bouleversements climatiques et biologiques ont été enregistrés dans cette région avec de gigantesques éruptions volcaniques et l'éclatement du supercontinent. Les différents écosystèmes sont dominés par les dinosaures dès 205 millions d'années dans cette région de l'Ahaggar et notamment du côté du Tidikelt à Ain Salah. Vers 35 millions d'années, la région a connu une intense activité volcanique et tectonique, ayant donné naissance à de grands cratères, à l'exemple de Tiget Nherhi, et formé les reliefs montagneux de l'Atakor, et notamment le mont Tahat, qui culmine à 3003 mètres d'altitude. C'est le plus haut sommet d'Algérie. Dans l'Ahaggar, il y a de l'eau, c'est au milieu du désert, mais il pleut. Et quand il pleut, l'eau est à travers les interstices, il forme par moments à des endroits des gueltas. Les gueltas ou ajlmam, ce sont des sources d'eau qui coulent parfois en cascade et elles constituent le principal facteur de développement des biocénoses sahariennes. Les gueltas sont des abreuvoirs naturels pour les animaux et ont un rôle fondamental dans le déroulement des migrations saisonnières d'oiseaux, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui passent par cette région. Elles représentent un port d'attache pour les nomades qui s'alimentent en eau et abreuvent leur cheptel. Les changements climatiques, caractérisés par les périodes de grande aridité, ont eu pour conséquence la régression des espèces d'origine méditerranéenne et l'installation progressive des espèces tropicales. Bon, alors déjà il faut faire un petit rappel de ce que nous avons déjà fait en 2008. On a commencé donc en 2008, on est venu ici et on a testé une méthodologie pour essayer d'estimer une densité. C'est-à-dire, en fait, on a des informations on a beaucoup plus des informations anecdotiques sur l'écologie du guépard, sur les interactions qu'il y a avec les populations locales. Et donc là, il faut aller maintenant essayer de vérifier ces informations-là et aussi, mais simplement maintenant, quand on doit maintenant il faut aller collecter des données sur le terrain. Cette fois-ci, pour cette mission, on va essayer de redéployer les caméras trappes. Donc quand je dis caméras trappes, c'est des pièges photographiques dans la même région, dans les mêmes localités, dans les mêmes sites. Mais ça, ce n'est qu'un point de départ, parce que l'objectif est ensuite de faire à chaque fois dans le temps, d'essayer d'évaluer les densités pour savoir ensuite comment la population de guépard est en train d'évoluer. Est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle diminue? J-1. L'heure est au grand préparatif. L'expédition s'attelle à tout charger. Il ne faut rien oublier. La route est longue, 500 km à parcourir dans le désert, 10 jours de dépaysement sur le territoire du guépard du Ténéré. Les chaînes, les bounty cords, oui, pour les caméras. Oui, on a les chaînes, elles sont rangées. Oui, elles sont rangées. C'est très bon. Le véhicule alimentation. Gasoil, nourriture, rien n'est négligé. La feuille de route établie, les chercheurs veillent au grain. L'Office du Parc national de l'Ahaggar a mis à leur disposition la logistique nécessaire. Elle commence, tout va bien. Et départ demain à 7h du matin, Inch'Allah. Allez.
Jour J, le grand départ est pris à partir du siège de Lokna, au chef-lieu de la wilaya de Tamanrasset. Des escales sont prévues, des pauses également, mais surtout un programme de contrôle des caméras trappes et une prospection des territoires parcourus par la population de guépards en voie de disparition. Rien n'est gagné, car la route est longue. Ne vous imaginez pas que la nature trace aussi bien les routes. Bientôt, cette caravane métallique aura parcouru 120 km dans le confort d'une route goudronnée qui ne va pas tarder à être remplacée par une piste accidentée. L'expédition pénètre dans le monde mystérieux du grand désert. Elle devra parcourir encore 380 km de piste, affronter la pluie et les vents de sable. Ces hommes de la cité livrés à cette nature qui se suffit à elle-même devront réapprendre à vivre et à voir les choses autrement. Le GPS est indispensable à l'expédition pour déterminer la position et pour tracer la suite du parcours. Alors bon, là j'ai marqué le waypoint. Waypoint 530. 531 tu m'as dit. 531. Campement déjeuner. Campement, voilà. Arrêt déjeuner, tu mets 4h86. Les cuisines se déploient. Petite pause de l'équipe à Tinuhelt. Il faudra faire vite, mais aussi profiter de quelques moments de répit pour faire le point. La pause déjeuner est décalée de quelques heures. La notion de temps devient aussi abstraite que celle de l'espace infini de ce désert qui s'ouvre lentement à la curiosité des hommes. Emel et Farid Belbachir profitent de ces instants pour improviser un briefing. Oui, alors il y a les piles, il y a les chaînes, il y a les cordes. Il y a les cordes Il y a les clés. et il y a les cadenas. Voilà, les cadenas. Il y a oui. les cadenas. Oui, la boîte des clés. Voilà, je pense que le gros est dit. Maintenant, si vous avez quelque chose à ajouter, demande à l'équipe s'ils ont des questions. L'expédition passera sa première nuit à Nuhawa. Direction le plateau de Tihuret au cœur de Talartaba. Ce qu'on voit là, c'est vraiment les cibles potentielles de guépards dans les zones comme ça où les jeunes dromadaires ne sont pas surveillés du tout. Séance photo pour compléter le dossier de la recherche. Chaque détail a son importance. Est une superficie de 2800 km² parce que l'objectif est d'au moins inclure dans cette zone limitée par les caméras trappes le domaine vital ou le territoire d'un guépard. Parce que ici, les guépards dans les régions désertiques ont des domaines vitaux ou des territoires relativement plus grands que ceux qui vivent dans des zones beaucoup plus clémentes, par exemple comme des savanes qui sont plus... Et le contrôle des caméras. Voilà, on fait le point sur les sites de caméras trappes qu'on va visiter aujourd'hui. Très bien. Bon, alors la 11, donc il y a la 11, Ensuite il y a la la 1. 1, la 2 et la 7. Il faut préparer donc avec les agents, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire pour la pause et pour le premier contrôle qu'on fera après la pause plus tard, on va toujours préparer notre endroit. Alors donc là on est en phase, on va essayer d'installer une caméra trappe au niveau donc de la station. Voilà. Alors sur la voilà, sous un acacia, Tortilis. On est donc dans le oued de Takbenna. Là donc oui, bien sûr on essaye de prendre
de nettoyer la caméra avant donc l'installation, et on va essayer de la programmer aussi. Oui, mais quelles sont les performances de ce type de caméra? Le champ de vision du détecteur, c'est 40 degrés d'angle, et la portée, donc la portée est de 100 pieds. Voilà. Ces caméras fixées en des lieux bien étudiés en utilisant boussole et GPS vont certainement fournir des images fiables et intéressantes. Farid Belbachir procède au contrôle de position des caméras mises en place. Nord-ouest. Nord-ouest. Bon, l'idéal, toi tu n'étais pas avec nous en 2008, mais l'idéal c'est le nord. Pourquoi le nord? On a le moins d'exposition du soleil possible. Mais ça, ici, on a préféré la mettre dans cette exposition nord-ouest parce que c'est pour prendre le passage des animaux qui vont passer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est intéressé, surtout si c'est les guépards, d'avoir les flancs. Voilà. TH07, caméra Reconix RE07. La carte mémoire c'est F07. 07. Donc alors on va essayer un peu. C'est vraiment un mot pour la description. On va dire c'est un oued à Acacia tortilis. Voilà. Maintenant il faudra programmer la caméra trappe. Ensuite on va programmer les références pour photographier avec la caméra trappe. Voilà. Ça va. Ah, il faut être sûr qu'elle ne bouge pas. Je vais l'armer. Je vais faire un passage aller-retour pour voir si elle prend bien les deux côtés de l'animal. D'accord. Ok. Des essais dans le champ de la caméra, des allers-retours, des passages latéraux. Au cas où le guépard faisait une apparition, la caméra trappe se déclencherait automatiquement. Ok, j'ai vérifié, ça va, la caméra elle prend les deux côtés, c'est très bon. Donc on va l'armer, avant de l'armer on va prendre d'abord une photo. Est-ce que tu peux me... Les plans filmés seront stockés dans la carte mémoire. Une lecture de cette carte est programmée tous les 3 mois pour établir les statistiques et les évaluations aussi bien sur l'animal recherché mais également sur les carnassiers qui évoluent dans la région. Mais elle est devant, tu caches ça, s'il te plaît. Lui et moi. Bon, je vais là, on vérifie la programmation. On va l'armer, d'accord. T'es prêt? Donne-moi l'ardoise. Oui. Dernière vérification de la caméra. Les chercheurs répéteront à 40 reprises les mêmes gestes pour chacune des caméras installées dans le parc de Lahagar. Voilà. L'équipe se dirige vers d'autres acacias. Autre contrôle routinier, vérification des performances, walk test. On va faire un walk test maintenant. Je fais OK. Bon, il faut simuler maintenant. Bon, tu vérifies. Oui, tu vérifies si elle détecte mon passage. D'accord. Ah, ça détecte. Ça détecte. Tu me dis quand ça s'arrête. Allez, c'est bon. Voilà. Merci. Une fois les caméras installées, donc il y a tout un travail très, c'est-à-dire, comment je dirais ça, très contraignant, parce qu'il faut s'assurer que les caméras trappes ne s'arrêtent pas de fonctionner durant les 2 ou 3 mois de travail. Je mets la barre à 3 mois.
Et donc on doit s'assurer que les piles soient toujours performantes et les cartes mémoire ne soient jamais pleines, c'est-à-dire elles ne soient pas complètement saturées au point où il n'y a plus de données qui sont entrées dans la caméra. Ça c'est très important. Bien sûr, au point d'entrée, quand il y a le contrôle des caméras trappes, on prend les cartes, on enlève les cartes mémoire des caméras, des caméras elles-mêmes et on les télécharge dans les ordinateurs afin de libérer la mémoire, de réinstaller, on vérifie les batteries, etc. Ça c'est tout le travail qui est fait en relation avec les caméras trappes. On y va. Emel, s'il te plaît, alors l'appareil photo, l'ardoise, la fiche de contrôle. Dans le grand désert, le tamaris, cet arbre résistant, annonce la présence du guépard. Ses branches horizontales sont pour l'animal le lieu idéal d'une sieste. Il ne faut pas écraser, vérifier s'il y a des crottes, mais il ne faut pas écraser. Hein. Hop là, voilà. Il est que la crotte, tu vois. Ah, c'est une nouvelle crotte? Hein? Une ancienne. Alors, très peu, 92. Ça ne veut rien. 92. 92 photos. La mémoire, elle est à 1%. Voilà. 57%, on change. Je sais que... Voilà, surtout celle-là, 57. OK. Prise de notes, collecte d'informations, inventaire des traces solides jusqu'au moindre détail. Même la description physique, on a tout ça. Oui. D'accord. Mais il faudra qu'on nettoie la caméra. Petite toilette de la caméra, récupération de la carte mémoire, lecture des données, un grand moment pour l'équipe impatiente de découvrir les images. 92, c'est pas beaucoup, Mais on croise les doigts. Mais c'est peut-être ça même. Quelques secondes avant la révélation des images. Alors, le moment de vérité. Bon, les 10 premières me fait à Wallo, donc il y a le tronc, je veux dire la branche, 3, 4, 5, C'est 6, le vent, hein. Oui, oui, Ça peut être... c'est ça, 8, 9, 10, Il n'y a pas une photo de nous? le 8 octobre. Ça déprime à la belle. Grande déception des chercheurs. La carte mémoire de la caméra de Tessayoua ne révèle aucun passage. Y a-t-il eu une quelconque défaillance ou plutôt un barrage au champ de vision? C'est parce qu'elle a le feuillage sur le champ de vision. Et... Quand il bouge, Oui, mais c'est pas la question. Voilà. Il n'est pas Il n'y a passé. rien. 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 Bredouille, l'expédition espère plus loin de meilleures performances. L'Afrique est le berceau de l'humanité et cette région du Sahara a participé à ce berceau au même titre que l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. D'où nous trouvons dans cette région des traces des plus anciens hommes qui ont fabriqué les plus anciens outils depuis au moins 1 million d'années. Il y a eu une succession de civilisations et de cultures préhistoriques, la culture du galet aménagé, la culture du biface, la culture de l'éclat. C'était l'époque où l'homme était chasseur-cueilleur, donc sa vie était basée sur la chasse des animaux et la cueillette des plantes. À partir de 10 000 ans, le mode de vie de l'homme préhistorique a changé, il y a eu des mutations. Il est devenu producteur avec la pratique de l'élevage des animaux et de l'agriculture. Justement, nous nous trouvons ici dans un site où il y a des traces de cette époque,
du néolithique. Et là, nous avons des gravures, une scène de chasse de mouflons avec des chiens domestiqués, parce que la domestication des animaux remonte à au moins 8000 ans. C'est parmi les représentations de la faune de cette époque, nous trouvons la grande faune, à l'exemple de l'éléphant, la girafe, le rhinocéros. Donc tous ces animaux, à un moment donné, vivaient dans cet espace, dans cette zone qui est aujourd'hui un désert aride. Et le guépard, il y vit toujours. À un moment donné, on croyait qu'il avait disparu. Jusqu'en 2004, il y a eu une capture de guépard par des éleveurs à environ 400 km au nord de Tamanrasset. L'Office du parc national de l'Ahgar a été contacté donc, par des agents du parc qui nous ont signalé cette capture. Une équipe est intervenue à cet endroit. Après avoir élaboré une fiche technique et puis des prises des photos, donc nos agents ont décidé de libérer le guépard. Quand on voit une empreinte, si on voit les deux indentations, donc c'est un chat, d'accord. Mais MAS, parce que le chat, pourquoi ça ne se voit pas? Parce que le chat, quand il marche, il fait rentrer ses griffes. Mais le guépard ne peut pas faire rentrer complètement ses griffes, elles sont semi-rétractiles. Voilà. Donc elle marque. Voilà. Donc chauffe. Si vous voyez les deux indentations, donc c'est un chat, plus l'empreinte des griffes, MAS. Mais si vous voyez, par exemple, les griffes, les traces, l'empreinte des griffes, mais vous ne voyez pas les deux indentations, ça doit être un buggy ou la kelboula. Ça, c'est très important. Après quelques jours et quelques dizaines de contrôles de caméras trappes, les chercheurs identifient au sol les empreintes des animaux qui ont parcouru le territoire de Oued Tegbenna. Mets-toi comme ça. Attention, ils sont là. Ah voilà. Regarde. Moi j'ai pensé peut-être à... Je pense que ça pourrait être un... C'est un cheval entre un petit chacal ou un petit, non? Ça peut être plus grand aussi un chacal. Hein? C'est un chacal. Voilà. C'est plus grand, un chacal. Un petit, peut-être un petit chacal. Oui, je crois que c'est... Prends les mensurations, après je vais voir. Je me suis dit... Bon, ça c'est... Non, attends, j'en ai vu... Il n'y a pas de griffes. Un snake. Alors là, quand tu vois le bord postérieur, ça c'est un canidé. Hein, ça c'est... Regarde ici, ici, et regarde là c'est encore plus clair. Oui. Ici. Attends, mais là je pense que c'est une empreinte de griffe là. Oui. Voilà, c'est des empreintes de griffes. Le chacal, elle est à 4 cm. Quand on est sur un substrat boueux comme ça, 4 cm. elle devrait s'agrandir encore plus. Même si c'est un petit chacal, elle s'agrandirait plus. Mais un renard, par exemple, moi je penche vers le renard. Non, je sais pas. Celle-là ou celle-là? On va faire celle-là. Attends, Emel, tu me donnes, je vais essayer de prendre d'abord c'est-à-dire la séquence. La ligne de trace. Boubkel, s'il te plaît. Je peux. La ligne de marche. Il y a la gazelle aussi. Qui a coupé la trace, le chacal. Bon. Du moins du canidé. Alors, là j'ai la bonne séquence. Les photos seront comparées et les empreintes identifiées. Ces séquences permettent de suivre l'itinéraire des prédateurs et de leurs proies potentielles. Donc la vraisemblance d'un chien, elle diminue. Actuellement, donc j'ai le soutien d'Amel pour le contrôle donc des caméras trappes. C'est un travail très ardu, très difficile, parce qu'il faut faire en sorte que les piles qui sont mises dans les 40 caméras trappes ne s'arrêtent pas, et aussi les cartes mémoire que l'on utilise ne soient pas saturées en photographie. Mais bien sûr, elle a sa propre recherche. Donc 141 degrés, ça me fait cette direction. Donc on doit aller dans cette direction. Fouzi, il te reste 150 mètres à peu près. Donc j'imagine que c'est autour de la Cassiarna qui est en face de nous. D'accord? Donc tu fais attention, tu te rapproches pas trop. Emel Belbachir a une part importante dans cette mission. L'échantillonnage
Chaque indice sera soumis à l'analyse du laboratoire biologique. 2 mètres. Attends. Pile. C'est bon. C'est parfait. Donc je mets un type d'habitat. Mais le dominant, c'est quoi? C'est un oued à acacia. Donc on met un oued à acacia. Après, on a les proies des carnivores, les proies potentielles des carnivores. C'est-à-dire qu'on aura La gazelle. Ahankad, la gazelle. On aura Temarouelt, le lièvre. On aura le mouflon, donc Oudet. Et on va lister un petit peu les végétaux qu'il y a dans la région. C'est à peu près ça qu'on va faire. Le travail consiste en ça. Elle a une partie de sa recherche qui concerne aussi l'identification de la structure de la population de guépards dans la zone où l'on a déployé les caméras trappe, de voir les liens de parenté, d'identifier les sexes aussi des guépards. Mais pour cela, elle utilise l'outil génétique, c'est-à-dire avec l'extraction de l'ADN à partir des crottes. Des crottes des carnivores qu'elle prélève et donc bien sûr tout cela sera analysé dans des laboratoires spécialisés. Dans le cas où on est dans un site où on trouve des crottes de carnivores, ce qui est important, c'est de prendre une vue générale bien sûr du site, donc de là où on a trouvé ces échantillons, mais aussi de photographier les crottes qu'on a trouvées. Alors pour la photographie, on met toujours une règle. Oui. Pour avoir la longueur et la largeur de la crotte, parce qu'entre chaque espèce de carnivore et une autre, ce n'est pas la même taille de crotte que nous retrouvons. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend à chaque fois une paire de gants qui est nouvelle pour ne pas contaminer l'ADN, que l'ADN de cette crotte ne contamine pas l'ADN de celle-là, parce qu'on ne sait pas si c'est le même animal, et qu'au cours des analyses génétiques, pour pouvoir identifier les espèces, on ne puisse pas avoir des résultats qui sont biaisés. Donc on prend chaque échantillon de crotte. Échantillonnage, prise de notes, collecte de chaque élément susceptible de déterminer le passage du guépard. Les excréments seront scrupuleusement introduits dans des sacs individuels en attendant leur analyse. Le guépard existe bel et bien dans cette zone aride. Il n'apparaîtra pas au grand jour, mais à chacun de ses passages, il laissera derrière lui les preuves de sa présence. Pour la manière de procéder. Pour gagner du temps, l'équipe décide de ne plus perdre une seule seconde. Les recherches se poursuivent même la nuit. Attends, elles sont plus larges que longues. Le problème, c'est que moi, j'ai pas les détails du contour ici. C'est difficile. Moi, j'aurais bien voulu avoir les contours détaillés pour les indentations. Un. Deuxième. Attends, là, je vais essayer de mieux voir. Non, c'est difficile. On aurait vu quelque part des griffes, des traces de griffes. Oui, oui. Ça, on les voit pas. On les voit pas. On les voit pas. C'est ce qui me... Je vois des doigts un peu plus écartés. Et je vois un espace qui est bien marqué entre les pelotes principales et les doigts. Je peux pas être sûr, mais peut-être, je me dis peut-être un chat. C'est ce que j'aurais dit, un chat. Voilà. Un petit félin. Moi, je m'arrête là. Voilà. Je peux pas aller plus. Je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin. Y a pas Les chercheurs ne perdent pas espoir. Interpellés par d'autres empreintes, ils multiplient les observations. Ils sont impatients de croiser ce guépard qui les voit certainement du sommet des montagnes rocheuses. Demain, la caméra de Tessaywa sera peut-être plus généreuse en images. Combien? 300 photos et quelques. Donc il doit y avoir quelque chose. Mais 78% c'est bon. C'est bon, 78% c'est bon. On a vu une gazelle, juste en arrivant, on a vu une gazelle détalée tout près de l'acacia. Donc probablement il y a des photos de gazelle, pardon. C'est rien, c'est rien. Allez, on y va. On va contrôler. Bon, alors maintenant on va visionner.
tiens. Ici. Il y a quelque chose là. C'est un chacal peut-être. Hein. Ça c'est du chacal. C'est grand. Du chacal. Ah, renard. Il y a un renard qui est là. Il y a un renard qui arrive. Tu vois, il arrive vers la caméra. Un renard de Rupel. Un renard de Rupel avec le bout de la queue blanche. Du lièvre, toujours. C'est lui qui prend beaucoup de photos. Là, chacal. Là, on le voit. Là, il y a du chacal, tu vois. Donc c'est bon. C'est du chacal. Là, il regarde la caméra. Il vient, il arrive. Il vient toujours en fixant la caméra trappe. Dromadaire, en plein jour. Un mâle de gazelle, en plein jour. Toujours du lièvre. Toujours. Ah, chacal en plein jour. Ah. Là. Je l'ai eu 2 fois la dernière fois. Bon, là-bas, parce que le micro il est petit, donc l'image elle est un peu déformée, mais on aura belle image. Parfait. Il est poilu. Hein. Parfait, oui. C'est la bien. période Belle il a des photo. poils. On voit bien le détail de la queue. Parce que Dragesco, le Niger, là, il avait dit les chacals du Sahara avaient une particularité, une tache de noir à la base de la queue. Je vois quelque chose comme ça là. Je ne sais pas si c'est de cette tache qu'il s'agit. Ah, ça y est, voilà. C'est donc c'est les références de la caméra. C'est bon. Je retire pas que la Voilà, carte tu et laisses et je vais ranger tout ça. Tu vas pour la reprogrammation. Il va pleuvoir, on dirait. Elle est belle. Ah oui. Ahmed. Elle est belle, Fosé. Une belle photo de chacal en couleur. La carte mémoire est introduite de nouveau dans la caméra trappe. Le temps est brumeux et la pluie s'annonce par un violent vent de sable. Autre contrôle de caméra, même suspense, même angoisse. Des centaines de kilomètres ont été parcourus. Visionner rapidement. Ah, le lièvre. On a vu. Le lièvre. Là, c'est le son de combat. Là, c'est le son. Ah, le gazelle, le mâle et la femelle, ça doit être les mêmes hein, qui sont là. Donc c'est 6h09 du soir. C'est juste avant le coucher de soleil. Voilà. Voilà. Ah, il y a un petit là. Il y a un petit. La femelle et le petit. Voilà, le petit, la femelle et peut-être le mâle derrière. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien avec cette méthode des caméras trappes, c'est-à-dire on prend en photo des animaux qui ne sont pas stressés du tout. Oui. Voilà, c'est le petit. Le petit. Non, devant la caméra. Non, ça y est, c'est fait. C'est écrit. Donc voilà. La nature fait des siennes, et c'est autour des véhicules. Ce n'est vraiment pas le moment de perdre du temps. Les jours passent et la fatigue se fait ressentir. L'expédition s'enfonce dans le désert. La caméra de Dims Nanin est fixée à un rocher. Passage isolé, fréquemment traversé par des prédateurs. Paysage impressionnant, lieu de désolation. La nature est peu hospitalière et l'équipe s'empresse d'effectuer son contrôle routinier. En un mot, visionner les images capturées et mettre à jour la machine.
chez les Aïtlouayen, dans la région de Oued Tinhagan. L'équipe est autorisée par le chef de la tribu Amrar Haj Abderrahman à faire sa réserve en eau. L'expédition se répartit en 2 groupes. Emel Belbachir poursuivra le contrôle des caméras restantes et Ferid, quant à lui, devra se rendre plus loin, dans le Tim Teberkaten, à la rencontre des populations nomades pour poursuivre son cycle d'interviews. Des interviews menées sur la base d'un guide d'entretien en constante évolution. Quelques instants avant d'aller faire une interview avec des nomades de cette région. On ciblera surtout la prédation, la relation entre les pratiques d'élevage et la prédation. Donc je poserai des questions qui seront ciblées sur les dromadaires. Est-ce qu'il peut me décrire à quoi ressemble le عقانين سطافنين يبرغن في انتاشتي ما دولان تتبقاتيجا يتيرانين تيتي سطافنين جنبردان نايجا bon il a une peau tachetée il a des taches noires et jaunes il a des hondonidi il a des traces comme un chien il a des traces comme un chien oui il est un peu plus grand qu'un chien oui lui il ressemble à un chien ou à un chat انت ما يولد ديما يولد موش انت هون موش وبردان اخري من il ressemble au chat même la peau des fois ressemble au chat tu peux lui dire est-ce qu'il a déjà vu un maïs كلاتني رمايس كلاتني oui il a déjà vu d'accord c'était ici à Kaloua Kaloua la Wadinki à Wadinki c'est à 20 km d'ici. Oui. Il a entravé sa mère, la chamelle. Alors. Et lui, il la poursuivait, le chamelon la poursuivait. Les matins, quand il est arrivé, il était mort. C'est le chamelon qui était mort. Voilà, c'est le chamelon qui était mort. Il était encore chaud. Et Koussaroua, c'est aussi de. Il l'a pas touché, il l'avait. Il a mort. Ok. Ce qui lui a fait dire que c'est tard, oui. Il vient de l'attaquer parce que bon, il l'a pas mangé. En général. Le cadavre il n'a pas été entamé, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de. Il est mort, c'est. Il est mort, c'est tout. يعني تستير ولا سيك شهر تونس نداتمو. استقبل سيك شهر تني داتمو دنيا هي عقيد. Peut-être qu'il l'a vu et il a couru. Il s'est enfui. Alors donc il suppose que dès qu'il avait tué, lui il est arrivé. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Les nomades du grand désert vivent de si peu de choses, exposés aux intempéries et aux dangers de la nature. Ferid Belbachir mène ses interviews parmi ces populations en séparant les hommes des femmes afin d'éviter toute influence. La femme nomade a la charge du bétail exclusivement constitué de quelques chèvres. Dès leur naissance, les chevreaux sont séparés de leur mère. Ils sont mis dans des enclos et n'ont droit à la tétée qu'à des heures régulières. Le lait de la chèvre est partagé entre les nouveau-nés et les nomades. C'est ok. Voilà. Bon, d'abord, je lui montre 2 photos. Elle va me dire qu'est-ce qu'elle voit sur les images. D'accord. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a dans cette image, sur cette image? Tercé. Très bien. Voilà. Et sur cette image, qu'est-ce que tu vois? C'est les chameaux. Les chameaux, très bien. Alors. Est-ce que tu connais cet animal? Je ne connais pas celui-là. Est-ce que ça peut être un chacal, ça? Le guide d'entretien permet à Ferid Belbachir de compléter les données sur l'existence du guépard, la prédation, l'évolution de ses populations et aussi les techniques à mettre en œuvre pour l'évolution du protocole du questionnaire à destination des nomades.
Mais il faut aussi parler de conservation, parce que l'espèce qui est en péril, l'évaluation de l'UICN a ériger cette espèce, cette population d'Afrique du Nord-Ouest comme étant en danger critique d'extinction. Ce qui est sûr, c'est que pour conserver une population de guépards en danger, il faut d'abord avoir des données écologiques pour comprendre comment l'animal, quels sont les aspects de l'habitat qui sont très importants pour la survie du guépard. C'est le premier point. Mais bien sûr, si on n'a pas d'informations sur l'écologie de l'espèce et aussi leur densité ou leur abondance, parce qu'il y a ce qu'on appelle des niveaux limites dans lesquels une population est condamnée à l'extinction. L'Office a 50 postes répartis à travers tout le territoire du parc et les agents de ces postes justement ont pour rôle le contrôle donc, des visiteurs qui passent à ces endroits. Ils ont pour rôle aussi la préservation et la protection des patrimoines culturels, des sites archéologiques, mais également de tout ce qui est faune et flore. Et l'avantage que nous avons, c'est que ce sont des locaux. Ils ont une bonne connaissance donc, du territoire, une bonne connaissance de ses ressources naturelles et ses richesses culturelles, mais c'est également l'intermédiaire avec la population locale. C'est grâce à eux qu'on arrive à sensibiliser la population locale sur la fragilité de toutes ces ressources et la nécessité de les préserver, sans oublier que sur le plan culturel, chez cette population, il y a des éléments qui traduisent une symbiose dans le rapport qu'ils entretiennent à leur environnement naturel. Après le contrôle régulier des 40 caméras trappes, nos chercheurs ont finalement réussi à capter quelques images du guépard de Lahagar. Le guépard, Acénonyx jubatus, de son nom scientifique, ou Cameyes entamachek, est un carnivore dont la longévité n'excède pas les 14 ans. Son corps est fin et ses pattes longues, sa tête est ronde et son museau est court. 2 lignes noires semblables à des larmes d'encre courent sur la face de chaque côté de la cloison nasale. Sa queue relativement longue lui sert de balancier lors de ses courses. Au contraire des autres félins, le guépard chasse le jour, soit à l'aube ou avant le crépuscule, tant qu'il fait jour, car il repère ses proies par la vision plus que par l'odorat ou l'ouïe. Kabur sama dubi ya nadina